Moi, Jérémy Bellec, je suis président et fondateur de la société Spinalcom. Donc Spinalcom, qui est un éditeur de logiciels qui travaille autour des usages de la maquette BIM et autour de tout ce qui est système d'information BIM pour le monde du bâtiment au sens large, on va dire avec un focus spécialement sur l'exploitation maintenance. Et j'ai aussi une autre activité qui est formateur, professeur à l'école polytechnique, à l'EXED, qui est l'Executive Education, sur tout ce qui est système pour l'Internet des objets, donc système Unity intelligent, middleware IoT, et puis on prend soin des gens sur le bâtiment digital. Et en termes d'historique, je viens plutôt du monde de l'aéronautique, où je faisais finalement exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde du bâtiment, à savoir des essais virtuels, donc du couplage entre l'objet réel, l'avion, et l'objet virtuel dessiné en 3D. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde du bâtiment, en couplant le bâtiment réel avec le bâtiment virtuel. Alors, maintenant, si on en revient au webinaire et au sujet qui nous intéresse, pour passer du DOE au SIOE. Donc, je vous donne déjà ces deux définitions. Vous connaissez sûrement la définition du DOE, le dossier des ouvrages exécutés. C'est plutôt aujourd'hui quelque chose qui prend la forme d'un dossier, anciennement un dossier papier structuré avec, on va dire, des chapitres un petit peu systématiques, et qui maintenant passe au dossier numérique. Et donc ça, souvent, ça se traduit simplement par un dossier fourni sur un CD, et de plus en plus souvent, un dossier fourni par un CD dans lequel on a aussi une maquette BIM, format Navisworks par exemple, dans lequel les documents commencent à être référencés dans la maquette BIM. C'est une première évolution du DOE au DOE numérique. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire passer du DOE numérique au SIOE. SIOE, ça veut dire système d'information des ouvrages exécutés. Et on va dire que ça va plus loin qu'un dossier, puisque l'objectif, c'est d'avoir une base de données. Une base de données accessible en ligne via un simple navigateur web, qu'on va pouvoir en plus remettre à jour régulièrement. Remettre à jour régulièrement, c'est-à-dire conserver des états de la base de données et remettre à jour régulièrement pour faire en sorte que ce SIOE, finalement, il y a plusieurs usages. Il puisse non seulement être mis à jour en fonction du bâtiment tel qu'il est exploité et pas uniquement tel qu'il a été construit, mais en plus que toute cette base de données puisse être utilisable par les différents acteurs, les différents systèmes du bâtiment, parce que ce dont on se rend compte, c'est que le DOE, finalement, c'est la première source de données du bâtiment, c'est la première source d'information, et c'est une source qui peut être très riche, et si on sait bien l'exploiter, elle va permettre vraiment de passer au bâtiment digital. Donc là, on en arrive à la structuration du webinaire. Moi, je vous propose de séparer ça en trois grandes parties. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on vous propose de passer du DOE au SIOE? Donc, quels sont les besoins et quelles sont finalement les nouvelles technologies qui nous permettent d'envisager différemment aujourd'hui l'utilisation de cet outil-là. La seconde partie, c'est une démonstration d'une solution concrète de SIOE, pour que vous voyez ce qu'on entend par là et ce qu'il y a derrière, et vous montrer aussi que c'est possible aujourd'hui. Et la troisième partie, c'est plus orienté autour du processus, c'est une introduction à des choses qu'on essaiera d'enrichir plus tard. Et globalement, ça a pour objectif de vous dire, c'est bien de créer des outils, nous c'est ce qu'on fait au sein de Spinalcom, mais tous ces outils doivent être accompagnés par des processus métiers. Et donc là, c'est pour essayer d'introduire quels seraient les processus intéressants à mettre en œuvre pour faire en sorte de bien exploiter et de bien utiliser ce SIO. Alors, on va commencer par la première partie, pourquoi évoluer. Et donc là, vous commencez à voir un petit peu ce schéma qui est sur la droite, que je vous représenterai tout à l'heure, qui est finalement l'évolution du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire bâtiment soit inerte, soit bâtiment automatisé, vers le bâtiment digital. Alors, donc pourquoi évoluer? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de lister les besoins qu'on a identifiés, nous, au sein de Spinalcom, et qui correspondent vraiment à des besoins terrain sur l'usage actuel du DOE et ce qu'on pourra en faire plus tard. Et on a listé les trois premiers besoins. Le premier, c'est il y a vraiment aujourd'hui un manque de qualité et d'évolutivité de la documentation, ce qui fait qu'au final, cette documentation, même si elle est proposée
en fin de phase d'exécution, finalement, elle est très très peu ou très très mal utilisée derrière. On verra pourquoi et on verra comment faire évoluer ces choses-là. Le deuxième besoin, c'est un besoin de simplification de la gestion des systèmes du bâtiment. On arrive dans un cadre aujourd'hui où le bâtiment est de plus en plus automatisé, on met de plus en plus de systèmes pour le gérer, et on va voir que tous ces systèmes fonctionnent en silo, et on doit réintégrer ces systèmes en mettant des données qui, a priori, peuvent toutes être récupérées d'une maquette BIM, par exemple, aujourd'hui. On va voir que ce COE, il va vraiment avoir un rôle aussi dans la facilitation de l'intégration de ces différents systèmes d'information. Et puis le troisième point, qui est finalement une évolution du second, c'est le passage au bâtiment digital. Aujourd'hui, on est dans une démarche où certains bâtiments sont automatisés, et demain, on pense qu'on va être dans une voie où tous les bâtiments vont être digitalisés. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a peut-être 10 services proposés par des grosses applications dans le bâtiment, peut-être la GTB, la gestion énergétique, le contrôle d'accès, demain, on va peut-être avoir une centaine ou une millier de services, ou un millier de services qui vont être autour de la gestion des espaces, de la gestion du confort, de la gestion de la santé, etc., etc. Et tous ces services vont consommer de la donnée pour pouvoir fournir le service. Et l'objectif, c'est de rendre cette donnée disponible. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée, finalement, la première donnée accessible dans le bâtiment, c'est le DOE, elle n'est pas disponible. Et si on passe au SIOE, cette donnée va enfin être accessible et disponible pour pouvoir passer au bâtiment digital. Enfin, dernier point, c'est un point plutôt sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai que c'est bien de vouloir évoluer ou d'identifier les besoins, mais il faut aussi pouvoir mettre des outils en face et pouvoir évoluer. Et là, concrètement, on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de faire ça. Je pense que le BIM est une technologie qui est vraiment cœur sur l'évolution et la digitalisation du monde du bâtiment. Mais ce n'est pas la seule. Finalement, quand on va parler de BIM, pour l'instant, on parle de fichiers un petit peu inertes. Et là, l'objectif, ça va être de parler de systèmes d'information BIM, et donc de systèmes de gestion de base de données, d'orchestration de processus. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça. Alors, le premier besoin, on a dit, c'est la gestion évolutive sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Si on regarde un DOE tel qu'il est fourni aujourd'hui, alors ça, je vais essayer de parler de l'expérience qu'on a eue, le retour qu'on a eu de la part des gens qui sont soit en phase d'EPR, de levée de réserve, qui essaient de fournir la maîtrise d'œuvre, qui essaient de fournir le DOE, tout comme la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation derrière, qui nous disent la même chose. Globalement, le DOE aujourd'hui est construit dans la précipitation, en fin de chantier. Il devrait être tel que construit, mais il ne l'est pas forcément. Et puis surtout, c'est une documentation qui est plutôt statique, pas forcément de très bonne qualité, même si elle est structurée normalement. Et de l'avis des exploitants, qui peuvent être des facility managers, globalement, elle est très très difficilement utilisable. Trouver une information dans le DOE, c'est un vrai calvaire, ce qui fait que globalement, ce DOE qu'on fournit sous format papier ou en format CD, souvent, il se retrouve dans un coin sur un PC, maintenu par une personne. Au bout de quelques années, on ne sait plus trop bien où il est et qui a le DOE. Et puis surtout, il n'est absolument pas à jour, c'est-à-dire qu'il est vraiment tel que construit quand il est tel que construit. Il n'est pas tel qu'exploité, c'est-à-dire que dès qu'on a une modification structurelle, le DOE est très difficilement mis à jour et ces mises à jour sont encore moins bien partagées. Et donc là, on a une vraie problématique qui est qu'on a une source de données qui pourrait être assez exceptionnelle. On a payé un bâtiment qui est très cher et pourtant, les données ou la documentation du bâtiment, elle, est très mal construite et de très mauvaise qualité. Et donc là, l'objectif, clairement, c'est d'évoluer vers ce qu'on appelle un système d'information, proposant non plus une base documentaire uniquement, mais vraiment une base de données du bâtiment. Et ça change tout. Ça change tout parce que quand on parle de base de données, on parle de comment est-ce qu'on va stocker les données pour les rendre accessibles derrière, comment est-ce qu'on va accéder facilement à ces données derrière, et comment est-ce qu'on va permettre de faire évoluer cette base, de faire évoluer les données qui sont dans la base. Et donc, ce qu'on propose, c'est non plus un dossier des ouvrages exécutés, mais c'est un système d'information des ouvrages exécutés qui va vraiment permettre d'être exploitable et faire en sorte que toutes les données soient accessibles durant toute la phase d'exploitation du bâtiment.
Le second besoin, c'est un besoin qui est plus lié à justement au partage d'informations. Aujourd'hui, quand on prend un bâtiment et quand on arrive sur des bâtiments un petit peu complexes, on voit, même des bâtiments on va dire simples, on voit qu'on commence à mettre de plus en plus de systèmes d'information derrière ces bâtiments. Je prends un exemple, j'ai un bâtiment que je veux faire maintenir, mon mainteneur va mettre en place un système de gestion de la maintenance assisté par ordinateur, un système de GMAO, dans lequel, concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par intégrer son système. Donc, il va acheter un logiciel spécifique, souvent fermé, dans lequel il va commencer à intégrer son bâtiment. Et intégrer son bâtiment, ça veut dire intégrer le bâtiment, ses étages, ses zones ou ses pièces, et les équipements importants que je vais devoir maintenir dans chacune des pièces, et associer à chacun de ces équipements des gammes de maintenance, enfin des documents relatifs à la maintenance. Si je prends un autre exemple de système, on a les ERP ou le système de gestion patrimoniale, et dans ces systèmes-là, alors là c'est plus pour le propriétaire du bâtiment, dans lequel il va devoir faire son inventaire, gérer son patrimoine, et ce qu'il fait, c'est qu'il doit aussi commencer à utiliser un logiciel spécifique, souvent fermé, qui marche de son côté, et dans lequel il va intégrer son bâtiment, et intégrer son bâtiment, ça veut dire intégrer le bâtiment, dire combien il a d'étages, quelles sont les zones au niveau de ces étages, quels sont les équipements importants, et associer à l'ensemble de ces équipements importants plutôt des données financières, ou à chacune des zones des données financières qui correspondent au nettoyage, qui peuvent correspondre à la valeur nette actualisée de chacun des équipements, etc. On voit déjà qu'entre ces deux systèmes-là, il y a pas mal de données qui sont équivalentes. Qui sont quel est mon bâtiment, quels sont ses étages, quelles sont ses zones, quels sont ses équipements importants. Et ensuite, à chacune de ces données, on va associer des précisions qui sont relatives à chacun des systèmes. Donc on a des données équivalentes, et pourtant ces données-là, finalement on les remet à jour dans chacun des systèmes, et chacun des systèmes vit sa vie de son côté complètement séparément, en silo. Et ça, ils le font parce que finalement on n'avait pas l'outil qui est arrivé en amont et qui nous permet de construire ce qu'on appelle un référentiel commun. Donc un référentiel commun du bâtiment qui va pouvoir demain fournir un ensemble d'informations communes et mettre à jour un ensemble d'informations, on va dire, unifiées auprès de l'ensemble de ces systèmes d'information. Et donc là, l'objectif du SIOE, c'est finalement de décrire, si j'arrive à décrire mon bâtiment dans une base de données et plus simplement dans une base documentaire, je vais pouvoir demain fournir ces données à l'ensemble de ces systèmes, ce qui va faciliter finalement l'intégration de l'intégralité de ces systèmes, ce qui fait non seulement un ROI, une baisse des coûts, mais ce qui en plus va permettre de maintenir à jour et en cohérence l'intégralité des systèmes. Et donc là, on voit qu'il y a une révolution dont on va parler juste après, qui est vraiment le BIM, qui arrive et qui nous permet de fournir l'ensemble de cette information. Et en plus, c'est une petite révolution qui arrive avant que l'ensemble de ces systèmes soient installés. Autrement dit, si on fait un SIOE BIM, on aura un système d'information avec une maquette BIM dans lequel toutes les données vont être requêtables et dans lequel on va pouvoir finalement, et qui va nous permettre qui va servir à initialiser tous les futurs systèmes d'information du bâtiment à partir d'un référentiel commun. Et ça, c'est une richesse qui va être importante non seulement pour les bâtiments actuels, c'est-à-dire les bâtiments que j'appellerais automatisés, qui peuvent avoir entre 5 et 10 systèmes d'information, entre la GTB, le système de sécurité incendie, les systèmes de management énergétique, la GMAO, l'ERP ou la gestion patrimoniale, l'IoT qui arrive, et puis potentiellement d'autres systèmes. Donc ça, ce référentiel commun, c'est important déjà pour les bâtiments actuels, mais c'est encore plus important pour la révolution en cours, c'est-à-dire le passage au bâtiment digital. On va dire que nous, chez Spinalcom, c'est vraiment ce qui nous a poussé à essayer d'envisager de faire ce DOE ou ce SIOE, donc d'envisager ce DOE de manière différente. Pourquoi? Parce que si je devais donner une petite définition de ce qu'on aurait tête derrière le bâtiment digital, un bâtiment digital, on va dire que c'est un bâtiment qui doit être le support de nouveaux services digitaux. Et quand on parle de services digitaux, on peut vraiment penser à ce que vous avez sur votre smartphone, c'est-à-dire un bâtiment qui va permettre, sur lequel je vais pouvoir installer, déployer facilement un grand nombre d'applications. Alors, certaines que je peux envisager aujourd'hui, ça va être des applications de maintenance, de confort, de sécurité, de guidage, de géolocalisation, de gestion, pourquoi pas, de la santé, mais aussi énormément d'applications digitales que j'arrive, je pense, même pas à imaginer aujourd'hui. Un petit peu comme sur votre téléphone, vous imaginiez d'envoyer des mails ou de jouer à certains jeux.
et potentiellement une application qui vous permet de découvrir la musique ou de découvrir la musique que vous êtes en train d'écouter, enfin plein d'applications qui vous aident, qu'on n'aura sûrement pas imaginé et qui deviennent des indispensables. Alors, si on veut pouvoir passer au bâtiment digital, c'est-à-dire si on veut faire en sorte que le bâtiment soit le support de services digitaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, il va falloir doter le bâtiment d'une structure de système d'information, d'une architecture d'un système d'information qui permette le déploiement de ces services digitaux. Et si on regarde le téléphone, si je regarde le passage qui s'est passé entre votre vieux Nokia qui vous permettait d'appeler, d'envoyer des messages et peut-être de jouer à un jeu, et le téléphone actuel qui vous permet non seulement d'appeler, d'envoyer des messages, de jouer à un jeu, mais potentiellement de déployer 2000 applications, eh bien finalement, on voit que l'une des grosses révolutions, ça a été d'amener dans le téléphone ce qu'on appelle un OS, un système d'exploitation. Un système d'exploitation qui a pour objectif de connecter tous les équipements du téléphone ou de l'ordinateur. On pense à iOS, on pense à Android, mais on pense à Windows aussi. Donc il va connecter via des drivers tous les équipements de votre ordinateur. Il va mutualiser et structurer les données et ouvrir des API au-dessus pour faire en sorte que n'importe quel éditeur de logiciel puisse venir simplement réutiliser ces données pour déployer ou pour développer sa propre application, son propre service. Et donc, ce qui est très intéressant, et pourquoi le SEO et le DE arrivent là-dedans, c'est parce qu'on commence à parler vraiment de plateformes mutualisées de gestion de données, de structuration des données du bâtiment. Et dans ce cadre-là, quand on parle de maquette BIM, de DOE BIM et encore plus de SEO BIM, on est en train de parler de base de données bâtimentaires et de structuration des données du bâtiment, c'est-à-dire de première brique à ce qui serait la construction d'un OS du bâtiment sur lequel on va pouvoir ensuite fournir ces solutions, non pas seulement à 10 systèmes, comme on l'a vu avant, mais potentiellement à 2000 applications. Et donc ça, c'est vraiment une richesse, et le DOE ou l'évolution du DOE a un très grand rôle à jouer dans le passage au bâtiment digital, puisque c'est la première source de données du bâtiment, et qu'on ne peut pas faire du bâtiment digital ou du big data sur le bâtiment sans avoir des données relatives au bâtiment. Et donc les objectifs derrière, ils ne sont pas simplement d'avoir des services pour déployer des services. L'objectif derrière, il est que chacun des services, en utilisant les données du SEO, vont pouvoir fournir vraiment proposer des nouvelles valeurs, de la valeur, ajouter de la valeur au bâtiment, soit en optimisant un coût de maintenance et d'exploitation, soit en augmentant les revenus, c'est-à-dire en ajoutant des nouveaux services à valeur ajoutée qui permettent d'augmenter la valeur du bâtiment, soit en améliorant la qualité de service. Et donc là, on va permettre d'avoir de nouvelles applications qui ne vont pas forcément augmenter les revenus ou diminuer le coût d'exploitation, qui vont permettre aux employés dans un bâtiment de bureau de se sentir mieux, de mieux faire leur travail, d'être plus productifs. Et donc ça a quand même énormément de valeur pour ce qui est au-dessus. Soit aussi en améliorant tout ce qui est suivi réglementaire. Si j'apporte un outil qui est une base de données, eh bien cette base de données, je vais pouvoir récupérer les données pour construire automatiquement, pour générer automatiquement des rapports à partir de données qui sont issues de capteurs, qui sont issues directement du bâtiment et pas uniquement une fois par an un rapport qui est issu de données construites mais pas forcément très objectif. Puis la dernière, c'est bien sûr la diminution des risques. Une fois qu'on a toute cette documentation, qu'elle est mise à jour et qu'on a une meilleure connaissance de son bâtiment, eh bien effectivement, on peut commencer à envisager des solutions qui vont permettre de diminuer les risques en s'adaptant vraiment au bâtiment tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Donc, pour résumer, on a identifié 3 grands besoins qui sont améliorer la qualité de la documentation. Et quand on dit améliorer sa qualité, je ne vous propose pas réellement ici d'améliorer la structuration comme un structuré DE, même si le BIM apporte ça. Je vous propose surtout d'améliorer son accessibilité, son évolutivité, plutôt la forme et la manière dont vous allez proposer ce DE. Le deuxième point, c'est le référentiel commun. C'est la première source d'information et on est capable de la fournir à tous les systèmes d'information. Et le troisième point, c'est la préparation pour ce qui arrive dans le futur, c'est-à-dire le passage au bâtiment digital et comment passer d'une base documentaire à une base de données. Ça permet vraiment d'envisager le déploiement de nouveaux services digitaux qui vont utiliser ces données pour fournir de nouvelles valeurs dans le bâtiment. Alors ça, ce sont les besoins, mais pour répondre à ces besoins, eh bien, il y a des évolutions technologiques qui fait que maintenant, on peut
se mettre dans une vision où on peut commencer à proposer ce type d'outil-là. Et là, il y a deux solutions, enfin deux révolutions technologiques qui sont en cours, qui sont vraiment en cours dans le monde du bâtiment et qui nous permettent d'envisager complètement de passer du DOE au SIOE. La première, c'est le BIM. Et donc le BIM, c'est effectivement très important parce que même si dans le BIM, souvent, les gens, on peut entendre plusieurs choses dans le BIM. On peut entendre Building Information Modeling, c'est-à-dire processus de collaboration qui va permettre d'échanger des données. Alors, on verra que c'est très très important et qu'on s'inscrit complètement dans ce type de processus. Mais derrière ce processus, il y a une technologie qui est le Building Information Model, c'est-à-dire la capacité à modéliser le bâtiment et à construire facilement finalement une base de données de l'ensemble de la structure et des équipements du bâtiment. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que maintenant, on ne se balade plus avec des plans sur lesquels il faut que moi, j'arrive à extraire des données, mais vraiment avec des données qu'on va pouvoir partager avec d'autres systèmes d'information. Et donc, cette première révolution, c'est une révolution de la capacité à modéliser le bâtiment dans une base de données qui soit non seulement potentiellement standardisée avec les IFC, mais qui soit aussi qu'on puisse transmettre, qu'on puisse partager. C'est une révolution dans la manière dont on va pouvoir décrire de manière beaucoup plus précise son bâtiment et dont on va pouvoir partager et accéder aux données. Donc ça, c'est la première solution. Et puis, la deuxième solution technologique, je ne vais peut-être pas forcément marquer, je vais le faire pour la prochaine fois ici, c'est tout ce qui est système d'information. C'est bien d'avoir une maquette BIM dans un fichier ou de l'avoir sur Navisworks, mais c'est encore mieux de l'avoir dans une base de données qui est au cœur d'un système d'information dans lequel on peut requêter toutes ces données et dans lequel on peut construire des applicatifs au-dessus. Et donc, quand on parle de système d'information, on ne parle pas uniquement de la maquette BIM dans Navisworks que je propose sur un CD avec des documents et dans Navisworks je peux faire les liens. On parle vraiment d'un système d'information où toute la donnée est accessible via un navigateur web avec un simple login mot de passe sans avoir rien installé sur votre ordinateur et qui va vous permettre d'accéder à vos données, de modifier potentiellement cette donnée, c'est-à-dire de mettre à jour la documentation et puis de faire des liens entre la donnée dans la maquette BIM et l'ensemble des documents qui sont à côté de la maquette. Le mieux pour ça, et pour parler de tout ça et pour contextualiser vraiment ce dont je suis en train de vous parler, c'est de vous faire une petite démonstration de ce qu'on entend par SIOE. Et donc là, je vais prendre quelques petites minutes pendant lesquelles vous n'aurez plus rien à l'écran et je vais partager mon bureau. Je vais juste un petit message. Ce que je vous demanderai, c'est juste de valider d'ici quelques petites secondes que vous voyez bien mon bureau. D'accord. Donc de mon côté, ça semble être bon. Est-ce que de votre côté, vous voyez bien mon bureau? Donc normalement, vous devez voir ma fenêtre, Click Meeting. Parfait. Alors, il est possible que certaines personnes ne voient pas le bureau parce qu'ils ont des firewalls. Ah, donc si vous êtes dans un environnement professionnel, vous risquez d'avoir des firewalls qui vous bloquent le partage d'écran. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop le cas. D'accord, donc j'ai 4 personnes qui ne voient pas le bureau. Juste, est-ce que vous êtes dans des environnements plutôt professionnels avec une bonne connexion, avec des firewalls? Parce qu'a priori, le système de partage d'écran utilise un port spécifique qui n'est pas forcément ouvert, je suis désolé. D'accord. Bon, écoutez, pour les prochaines fois, là, je vais essayer de partager quand même le système. Pour les prochaines fois, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire une vidéo. Là, on enregistre tout. Et donc, de proposer en ligne le partage d'une vidéo qui explique vraiment ce que je suis en train de faire. J'espère que ça va commencer à marcher pour vous. Alors, pour ceux qui voient mon écran, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que je me suis connecté. Je me suis connecté donc via un simple login mot de passe à une plateforme en ligne qui correspond. Ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt un système de gestion documentaire, donc on va dire un équivalent de Google Drive ou SharePoint, etc., dans lequel je peux visualiser mes documents, je peux me balader un petit peu dans mes fichiers, dans mes documents. Quand j'ai un fichier, donc là je me suis connecté en tant que Jérémy Bellec.
j'accède directement à mon Drive, mais on peut aussi accéder à une plateforme d'administration ici, dans laquelle on peut gérer les utilisateurs et on peut gérer donc, les utilisateurs, rajouter des nouveaux utilisateurs, gérer leurs droits d'accès, etc., etc. Donc là, c'est en train de charger. Comme j'ai plusieurs choses qui sont en même temps en ligne, parfois ça met un petit peu plus de temps. Voilà. Donc là, on a une plateforme dans laquelle on a une interface d'administration, on peut gérer les utilisateurs, leurs droits d'accès. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard, mais on peut aussi gérer, je vous montre tout de suite, gérer une base de données, et donc dans lequel tout ce que vous voyez derrière, comme on ne parle pas d'un système de gestion documentaire, mais vraiment d'un système de gestion de données, tout ça, ce ne sont que des données qu'on peut gérer aussi dans une base de données. Je vous montrerai l'usage qu'on en fait tout à l'heure. Donc je vais me remettre dans mon Drive. Donc le Drive, c'est un système de gestion documentaire dans lequel vous pouvez partager vos données, vos documents, et là vous pouvez partager n'importe quel type de document. On va dire que c'est la base. Je veux fournir un DOE ou un SIOE. Au moins, il faut que je puisse être capable de partager des documents type PDF, images, plans, photos, etc. Donc on peut partager n'importe quel type de document ici. Et on peut aussi mettre des documents Revit. Et chacun de ces documents, quand on les partage, on peut bien sûr les partager avec d'autres personnes sur la plateforme, avec des droits de lecture, d'écriture, de partage. Donc on est vraiment sur un système de gestion collaboratif. Et puis aussi, quand ce sont des fichiers type Revit ou type IFC ou type... alors dans le cadre de cet exemple-là, on est connecté avec la plateforme Forge d'Autodesk, donc on lit 64 formats de fichiers CAD. Et bien dans ce cadre-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle, nous, un jumeau numérique. Donc créer un jumeau numérique, ça revient finalement à utiliser les API qui sont fournis par Forge, mais qu'on pourrait aussi utiliser via d'autres plateformes, pour transformer un fichier Revit dans un format propriétaire et intégrer tout ça dans une base de données, donc dans la base de données dans laquelle maintenant tous les objets de la maquette BIM vont être dynamiques, et on va pouvoir finalement les requêter et les modifier potentiellement ou modifier leurs attributs. Donc là, on a déjà fait, on a créé ce jumeau numérique, ça a créé ce deuxième fichier ici. Et ce deuxième fichier, maintenant, je peux commencer à l'ouvrir avec un viewer BIM. Donc là, pour ceux qui ont déjà utilisé Forge, là on est dans le cas où nous, on s'est couplé avec Forge. Pour ceux qui ont déjà utilisé Forge, ils vont reconnaître, on va dire, le viewer de cet outil-là. Et ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, ce viewer-là, quand on l'utilise, alors on a fait un transfert de fichiers via cette plateforme-là pour récupérer la maquette. Et maintenant, le viewer est connecté directement avec le système d'information, le DOE ou le SIOE, qui peut tourner dans un cloud, qui peut tourner dans votre cloud privé, qui peut tourner aussi localement dans votre bâtiment, si pour des raisons de confidentialité, vous voulez garder l'ensemble des données chez vous sur votre propre système d'information. Et donc là, ce viewer n'est plus connecté à une plateforme dans le cloud gérée par des tiers, mais il peut être aussi connecté à une plateforme locale gérée par votre propre DSI. Alors, qu'est-ce qu'on entend par SIOE? Bien, finalement, le SIOE, ce n'est pas simplement une interface de gestion documentaire comme on peut avoir ici, ou bien une interface de visualisation BIM comme on peut avoir ici. C'est vraiment un système d'information dans lequel ce que vous voyez ici, ce viewer, est un outil qui permet d'accéder et de parcourir les données, tout comme ce que vous voyez ici est un outil qui permet d'accéder et de parcourir les données, tout comme si je mets mon inspecteur de base de données ici, j'ai un troisième outil qui permet d'accéder et de parcourir les données de ma maquette BIM. D'accord? Donc on est vraiment sur un système d'information avec une base de données, et ensuite on développe au-dessus de cette base de données plusieurs outils qui vont permettre de parcourir et d'accéder aux données. Et donc ce viewer-là, il faut le considérer comme un outil qui permet de parcourir toutes les données de la maquette BIM. Donc je peux parcourir toutes mes portes, mes climatiseurs, etc. Et je peux accéder à ces données. Alors comment maintenant, à partir de ça, on construit ce qu'on appelle un SIOE? On va le faire en ligne directement. C'est-à-dire que maintenant que j'ai, on va dire, ce qui est issu de la maquette BIM, c'est-à-dire on voit bien que c'est issu d'une maquette plutôt Revit, dans laquelle j'ai organisé toutes mes données plutôt par typologie d'objets.
Et si je veux voir une donnée précisément, par exemple une fenêtre ici, je vais pouvoir accéder concrètement aux données de la fenêtre. Et là, je retrouve toutes les données que j'ai laissées dans le maquette BIM. Alors, elles peuvent être plus ou moins riches en fonction de ce que le modeleur, de celui qui a modélisé la maquette, a mis dans ces données. Mais là, je retrouve vraiment tout ce qui est issu de la maquette BIM. Voilà, ça c'est bien, c'est une première chose. Mais là, on est en train de parler de SIOE. Alors, la maquette BIM ne contient pas non plus toutes les informations. Donc là, l'objectif, c'est de faire un petit peu ce que vous faites avec Navisworks. Vous commencez comment dire, à coupler ou à connecter ou à lier des objets de la maquette BIM avec des documents. Et donc là, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais directement, simplement avec un simple login mot de passe, sans avoir installé quoi que ce soit sur votre PC. Et pour ça, donc, on a développé en plus des applications, on va dire, standards du viewer qui permettent de parcourir la maquette, de faire des découpes et d'accéder à la base de données. On a développé d'autres applications qui permettent d'une part de faire des nouveaux liens, d'autre part de valider la qualité de la maquette par rapport à l'existant, et troisièmement, de valider la qualité de la maquette par rapport à la charte BIM. Donc la première application, c'est l'application qu'on appelle une collaboration. C'est une application dans laquelle je peux rajouter des thèmes, je peux rajouter des petites applications. Donc ici, vous avez plusieurs applications. La première, c'est Space Management, DOE, Design Review, documentation. Donc là, on s'est donné une application de documentation dans laquelle on peut commencer à structurer un petit peu la documentation comme on le veut. Alors on va dire que dans un DOE normal, je pourrais rajouter, structurer de manière, on va dire, standard, je pourrais rajouter tout ce qui concerne la structure, tout ce qui concerne les différents lots, la CVC, etc. Bon, là, je l'ai structuré de manière un petit peu plus simple pour les besoins de la démonstration. Et donc j'ai rajouté, par exemple, un onglet qui concerne tous mes climatiseurs Daikin. Donc là, on est dans un bâtiment, qui est un petit bâtiment partagé, dans lequel j'ai plusieurs climatiseurs. Donc, parmi ces climatiseurs, j'en ai certains qui sont de la marque Daikin. Et donc j'ai commencé à référencer tous ces climatiseurs directement dans ma maquette BIM, et puis à dire que ceux-là étaient des Daikin, alors que les autres sont des Schneider. Alors comment je fais pour faire ça? Et ça, on voit que finalement, je vais pouvoir le faire évoluer pendant le cycle de vie du bâtiment. Donc, pour construire ma documentation, ici, je peux aller parcourir ma maquette BIM, alors soit en mettant en mode à la première personne, soit de cette manière-là, aller cliquer sur un climatiseur, et celui-ci, si c'est un climatiseur Daikin, j'ai juste besoin de le rajouter ici, et maintenant, ça devient un climatiseur bleu, c'est-à-dire un climatiseur référencé comme étant un climatiseur Daikin. Ce que je viens de faire, ici maintenant, à tous ces climatiseurs Daikin, je vais pouvoir leur rajouter des commentaires, des notes. Et donc ces notes-là, je peux en rajouter un petit peu à la volée, et ça me permet d'avoir un historique de tout ce qui a été fait sur le bâtiment. Et donc, on est bien dans un système d'information, c'est-à-dire que moi, je me suis logué en tant que Jérémy Bellec, mais si j'ai un collaborateur qui se logue et que je lui ai donné les droits de lecture sur cette maquette, eh bien, il va pouvoir lui aussi lire les notes, accéder aux différentes notes, mais pas pouvoir en rajouter. Par contre, s'il a le droit de lecture et d'écriture, il a le droit d'ajouter les différentes notes, et donc il a plutôt un rôle dans lequel il peut mettre à jour la documentation au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'on peut rajouter des notes, on peut rajouter des notes à la volée, et moi j'ai le droit de supprimer mes propres notes. On voit aussi qu'on peut rajouter des fichiers, donc là j'ai mis un petit peu n'importe quel fichier, mais si vous avez des fichiers relatifs à la documentation technique de ces climatiseurs-là, vous allez pouvoir simplement les ajouter ici. Donc vous allez dans votre disque dur et vous commencez à, alors là je rajoute un fichier PDF par contre. Donc j'ajoute un fichier PDF et donc maintenant j'ai un fichier PDF qui est relatif à mes climatiseurs et que les autres utilisateurs de la plateforme vont pouvoir télécharger, utiliser, ou potentiellement, c'est des fonctionnalités qu'on pourra rajouter, lire en ligne, visualiser en ligne, ce sont des images ou des plans ou des PDF. Donc, on peut comme ça modifier, pareil, si j'ai le droit de lecture, je peux juste accéder, si j'ai le droit d'écriture, je peux modifier ma plateforme et donc la mettre à jour pour que le bâtiment ou la documentation soit telle qu'exploitée. Et puis, troisièmement, on peut aussi rajouter des liens. Donc, rajouter des liens, ça veut dire que là, je peux rajouter des liens, donc je fais simplement ajouter un lien, je rajoute le label, je rajoute l'URL de mon lien, je fais OK, et ça me rajoute un lien vers une documentation en ligne, donc là, je vous en ai rajouté deux. Donc maintenant, si je clique ici, j'accède directement à la documentation en ligne de mes climatiseurs, de ces climatiseurs. Donc là, on voit qu'on est dans un outil qui permet de paramétrer et de mettre à jour la documentation directement via son navigateur web,
avec en plus un outil de visualisation plutôt ergonomique de ma maquette. Et donc là, ça veut dire que je peux commencer finalement à parcourir ma documentation ou à utiliser la maquette BIM pour parcourir ma documentation. Donc j'utilise ma maquette BIM comme base de données et comme outil de parcours de la documentation. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, je vais pouvoir le faire de plein de manières différentes. Donc là, je vois que j'ai mes climatiseurs Daikin. Maintenant, si je ne sais pas que c'est un climatiseur Daikin et que je clique ici, comment est-ce que je retrouve cette information? Là, pour ça, d'une part, je peux accéder aux propriétés qui étaient dans la maquette BIM, et ça, potentiellement, si je l'ai mis dans la maquette, ça peut être dans les propriétés, mais là, on a mis un climatiseur générique. Donc, on s'est mis avec un load vraiment très bas et on a mis des informations assez basiques dessus. Donc, comment je fais? Finalement, j'ai un autre bouton qui me permet d'accéder à tous les fichiers, tous les liens et tous les commentaires sur ce climatiseur. Et donc là, par exemple, je peux retrouver mes commentaires simplement en cliquant ici. Si par exemple, je clique sur cette porte sur laquelle j'ai rien mis, là, je retrouve aucune information. Si je clique sur le climatiseur, je retrouve bien les fichiers que j'ai mis. Je peux commencer à télécharger les fichiers de la documentation technique. Je retrouve bien les liens. Et donc là, je peux cliquer ici pour accéder directement à la documentation, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et puis, je peux retrouver tous mes commentaires. Alors là, on a une certaine ergonomie. Toute cette ergonomie, elle est évolutive. Et tout ça, on peut commencer à adapter finalement l'ergonomie d'usage à des usages spécifiques. Alors ça, c'est une manière de retrouver ma documentation. Et une autre manière, c'est aussi d'exporter, entre guillemets, ce qu'on vient de faire ici. Et cet export, en fait, ça veut dire qu'on rend disponible la documentation directement dans le navigateur. Et donc ici, vous voyez qu'il y a un fichier qui vient d'être créé, qui s'appelle documentation. Et maintenant, quand je vais dans ce fichier, je retrouve ici, j'avais classé trois grands groupes, climatiseur Daikin, portail de contrôle d'accès, climatiseur Schneider. Je pourrais faire des sous-groupes, je pourrais organiser ça de manière un petit peu plus complexe ou plus structurée si je le souhaite. Et donc on retrouve tout ça, y compris dans mon navigateur de fichiers, dans lequel je vois mes climatiseurs Daikin, je clique dessus, je retrouve tous mes fichiers et je vois tous les fichiers que j'avais mis ici. Et vous voyez que le dernier fichier que j'ai ajouté ici, il se retrouve disponible au téléchargement directement dans ma plateforme de gestion documentaire. Et de la même manière, si je supprime ce fichier ici, si je le mets à jour de cette manière-là, parce que moi je préfère, entre guillemets, donc si je supprime ce document, eh bien il va être aussi supprimé directement dans ma maquette BIM. Et donc ce qui fait que j'ai vraiment une base documentaire, une base de données qui est accessible de plusieurs manières et que je peux parcourir de plusieurs manières avec des outils différents, sur lesquels on pourra même demain proposer des petites applications mobiles très simples qui permettent d'accéder à la documentation. Mais tous ces outils collaborent les uns avec les autres et j'ai un référentiel commun. Et ça, c'est très important. Et quand on parle de référentiel commun, là, on arrive même à la base de données. En fait, tout ce que je vous montre ici, c'est une base de données. Là, je vous ai montré qu'on avait une base documentaire. Donc, si je prends par exemple ça va être mon onglet documentation. Donc, ce que vous avez retrouvé ici, la documentation, à l'intérieur, normalement, vous avez trois groupes, climatiseur Daikin, climatiseur Schneider, portail de contrôle d'accès. Donc, je retrouve dans les données ici, je retrouve mes trois groupes. Le premier groupe, c'est bien climatiseur Daikin, ici. Et associé au premier groupe, j'ai bien associé des fichiers. Et là, on voit que j'avais trois fichiers associés. Là, je retrouve mes trois fichiers. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, ce sont des manières différentes d'accéder à la documentation. Et donc, on parle bien d'un système d'information des ouvrages exécutés. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir partager l'ensemble de ces données. Donc, ces données, je vais pouvoir les partager non seulement avec des utilisateurs de la plateforme, mais si vous regardez des utilisateurs de la plateforme, il peut aussi y avoir des API logiciels. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des systèmes d'information qui vont accéder, télécharger, accéder à la donnée et qui vont pouvoir venir traiter automatiquement cette donnée, voir si elle est à jour, l'analyser, la contextualiser, etc., etc., etc. Donc ça, c'est voilà, des premiers outils dans lesquels on peut mettre à jour la documentation. On a aussi d'autres outils dans lesquels on va pouvoir plutôt inspecter. Et donc là, on a des outils d'inspection qui permettent de valider, par exemple, je vous montre juste que j'ai toute ma documentation qui est à jour. Par exemple, là, je me fais une inspection dans laquelle j'ai un petit outil d'inspection dans lequel mon objectif, c'est
de montrer que finalement tous les climatiseurs que j'ai déclarés dans ma maquette BIM, dans mon SIOE, sont vraiment dans mon bâtiment réel. Et donc là, on a une application dans laquelle je fais la liste de tous mes climatiseurs. Pour l'instant, je ne les ai pas triés. Et puis moi, je veux bien valider qu'ils sont conformes, non conformes, qu'il y a une non-conformité, mais qui n'est pas critique. Et avec cette application, je vais pouvoir commencer à sélectionner climatiseur par climatiseur, en disant celui-ci, il est conforme, celui-ci, non conforme. Autrement dit, non conforme, non conforme. On dit maquette BIM conforme ou SIOE conforme avec le bâtiment tel que construit. Celui-ci et une conformité non critique. Bien sûr, je peux coupler les deux applications et laisser des commentaires, laisser des documents, etc. Et on voit que tout ça, finalement, ça me construit un espèce de niveau de qualité automatiquement de ma maquette BIM, qui veut dire qu'à la fin, tout ce qui est bleu, c'est ce qui n'a pas été contrôlé, tout ce qui est rouge, c'est ce qui a été contrôlé non conforme, ce qui est vert, c'est ce qui a été contrôlé conforme. Et on va dire que mon objectif, c'est d'arriver à 80, 90%, 100%, si possible, de conformité de ma documentation vis-à-vis du bâtiment tel que construit. Et donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir monitorer la qualité de la documentation. Et donc à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi sortir un rapport automatique en PDF, un rapport de conformité automatique qui dit tout ce qui est conforme, tout ce qui est non conforme, et donc potentiellement aller faire des levées de réserve non pas sur le bâtiment réel, même si on peut l'utiliser comme ça, mais plutôt des levées de réserve directement sur la documentation qui va devenir un point essentiel à livrer finalement au maître d'ouvrage. Là, je vous ai montré cette petite démonstration. Ce n'est pas tout à fait exhaustif. On pourrait prendre le temps de vous montrer l'exhaustivité des outils. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif ici, c'est de vous montrer que quand on parle de système d'information des ouvrages exécutés, on n'est pas en train de parler de science-fiction, mais on est en train de parler de quelque chose qui existe et qu'on peut mettre en forme aujourd'hui. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de terminer le partage et de repasser maintenant en mode présentation, juste pour finir, avant de passer à vos questions. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran et ma présentation ? Parfait. Donc pour résumer ce que je viens de vous montrer, je viens de vous montrer quelque chose dans lequel on a ce qu'on appelle un SIOE ou un prototype de SIOE, une première version en tout cas, qui est déjà fonctionnelle. Bien sûr, tout ça, c'est amené à être enrichi, c'est des choses qui sont assez nouvelles, on va dire. Et en fait, ce que je vous ai montré, c'est un peu plus que le SIOE. J'ai déjà commencé à vous introduire une autre notion, dont on parlera dans d'autres webinaires, qui est ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System, à savoir vraiment tout le système de gestion de données du bâtiment. Et on vous a représenté ce petit engrenage là pour montrer que finalement le SIOE, c'est la première brique de gestion de données qui va aller dans quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus complet, qui va être à partir de cette brique de gestion de données, je suis capable d'architecturer, de structurer les données du bâtiment, qui vont me permettre de constituer la base de données de mon système d'exploitation du bâtiment, sur lequel maintenant je vais pouvoir commencer à rajouter des applications. Et au final, ce que je vous ai montré par l'intermédiaire du viewer, du système de gestion documentaire, ce sont déjà des applications qui tournent au-dessus et qui permettent d'aller gérer le SEO. Alors, un slide qui me paraît intéressant, c'est celui-ci, on va essayer de faire une comparaison, commencer une comparaison entre les apports d'un DOE, on va dire standard, les apports d'un DOE BIM. Donc vous fournissez une maquette BIM sous Navisworks par exemple, et une base de documents et vous avez fait des liens entre tout ça, et puis un SIOE BIM, c'est-à-dire un système d'information dans lequel vous utilisez le BIM, non seulement comme base de données, mais aussi comme outil de parcours à la documentation, et vous rendez ça accessible par un simple login mot de passe avec des droits d'accès. Et là, je vais me concentrer juste sur ces trois premiers points. Finalement, sur ces trois premiers points, il y a vraiment des choses qui ressortent rapidement. Quand on parle de DOE, il y a la grosse problématique qui était, parmi les premiers besoins, c'était est-ce qu'on arrive à mettre à disposition de manière une documentation correcte et est-ce que cette documentation est accessible? La première chose, quand on parle de documentation correcte, quand on n'a qu'un DOE simple, on parle d'une documentation qui est très inerte, sur des fichiers, qui est peu évolutif, qui n'est pas mise à jour et qui n'est pas souvent de très bonne qualité. Résultat, là, en termes de mise à disposition de données concrètes, on a quelque chose qui est vraiment pas de très bonne qualité. Avec un DOE BIM ou un DOE IFC,
on commence déjà à enrichir ça, parce qu'on a une vraie base de données au sens fin, ou une vraie modélisation du bâtiment qui est beaucoup plus riche, dans laquelle on structure les données, et on peut accéder aux données directement via la maquette 3D. Et donc là, c'est déjà une première chose intéressante qu'on peut faire non seulement avec un BIM, mais aussi avec un SEO. Par contre, ce qu'on fait moins bien et ce qu'on attend vraiment avec le SEO, c'est vraiment la capacité maintenant à accéder très simplement à la donnée, à la mettre à jour au fur et à mesure, sans avoir des compétences particulières sur l'utilisation de Revit, sur l'utilisation de Navisworks, sans avoir à installer ou à copier l'ensemble des documents sur mon disque dur si je veux pouvoir le faire évoluer. Autrement dit, on a un système d'information qui va suivre le bâtiment sur tout son cycle de vie et dans lequel vraiment ce qu'on apporte, c'est l'amélioration de la communication entre les différents intervenants, l'amélioration de la connaissance de l'ouvrage parce qu'on est capable de proposer cette connaissance à tous ceux qui ont un navigateur web et pas seulement et pas uniquement aux gens qui ont l'ensemble de la documentation installée sur leur PC avec Navisworks. Et là, je pense qu'il y a vraiment dans l'usage quelque chose qui est très important et qui révolutionne un peu la manière d'envisager les données du bâtiment. Bon, il y a aussi d'autres choses, sur tout ce qui sera comment je communique ces données avec l'ensemble de l'autre système, mais là on arrive sur les sujets du boss et on en parlera peut-être un petit peu plus nous dans un autre webinaire cet après-midi. Donc on en arrive aux deux derniers slides et j'essaie d'être rapide parce que j'ai pris un petit peu de retard sur vos questions. Donc les deux derniers slides, c'est vous dire que on est en train de parler d'outils. Quand je parle de SEO, je parle d'un système d'information qui est vraiment un outil de mise à disposition de l'ensemble des données du bâtiment et de structuration de ces données et d'accès aux données via la maquette BIM. Mais un outil, ça doit s'accompagner ou ça doit accompagner des processus métiers. Donc là, il y a deux choses que je voulais introduire. Le premier, c'est que ce qu'on espère, et ce dont d'ailleurs les maîtres d'œuvre nous parlent, c'est que plutôt que de construire la documentation un peu à la fin, en phase d'exécution, à l'arche, dans la précipitation, mais on peut essayer, grâce aux outils, de transformer un petit peu cette manière-là, c'est-à-dire on ne va plus demander à tout le monde de faire cette IDE dans leur coin, et puis à la fin, on va essayer de les consolider dans la précipitation à la fin pour livrer. On va plutôt essayer de fournir une plateforme dès la phase de conception, ça c'est dans le concept idéal final, dans lequel chacun va pouvoir directement alimenter le DOE au fur et à mesure, et on aura un responsable finalement qui sera un responsable de la cohésion du DOE, qui va être finalement, je pense, assez proche du responsable du BIM manager ou des BIM coordinateurs, parce que quand on parle de SIOE, on voit que la maquette BIM a un rôle central, c'est elle qui structure toute l'information. Et au final, quand on parle de BIM manager et de BIM coordinateur, on se rend compte que leur rôle est vraiment important et que finalement leur rôle va être de plus en plus important au fur et à mesure et qu'un processus de mise en place progressive d'un DOE ou d'un SIOE, finalement c'est l'équivalent du processus de mise en place de la maquette BIM. Quand on parle de BIM, on parle quasiment exclusivement de données du bâtiment. Quand on parle de SIOE, on parle de données du bâtiment, même si dans ces données, il y a la base de données plus la documentation. Mais tout ça, c'est une démarche qui nous semble être équivalente. Enfin, c'est la même démarche au final. On vient juste enrichir la démarche BIM en l'intégrant dans une démarche de construction du SIO. Finalement, et on dit que le BIM, je ne le fais pas que pour la conception, que pour la construction, mais je le fais aussi pour mon exploitation. Donc ça, c'est une première chose qu'on pourra approfondir plus tard. Et puis la deuxième chose, c'est que le deuxième point, c'est que si justement on veut rentrer dans cette démarche et proposer un SIO qui soit vraiment utile à l'exploitation, donc qui ajoute de la valeur au bâtiment, ça veut aussi dire qu'il va falloir qu'on envisage, quand on construit la maquette Revit, d'inclure directement dans sa charte BIM des données, des attributs qui vont nous permettre de finalement reconstruire ou réorganiser un petit peu les données en fonction des besoins derrière. Et donc, effectivement, si je regarde, là, il y a l'une des problématiques du passage du BIM en phase de conception au passage du BIM d'exploitation, c'est que la manière dont on structure les données en phase de construction, plutôt par typologie d'objets dans la maquette BIM, toutes les dalles, toutes les fenêtres, toutes les portes, vont permettre de compter combien j'ai de fenêtres, de potentiellement calculer le coût automatiquement. Mais on n'a pas tout à fait besoin de la même organisation. On a besoin des mêmes données, mais pas organisées de la même manière quand on est en phase d'exploitation. Dans ma GME, j'ai plus besoin d'une organisation type BFC.
site, bâtiment, étage, zone, équipement important, parce que c'est ce qui va me permettre de me repérer dans le bâtiment. Ou bien, quand on est sur du réseau de la GTB, on a besoin plutôt de la topologie du réseau, des équipements, des points de mesure, etc. Donc, autrement dit, on voit que ce SIOE, si on y réfléchit à l'amont, et qu'on est capable de rajouter ces données-là, on sera capable, à partir des données de la maquette BIM et de la documentation, d'automatiser, finalement, l'intégration de l'ensemble des différents systèmes du bâtiment. Et là, il y a une autre richesse supplémentaire qui est qu'on peut gagner énormément de temps derrière et on commence à construire ce référentiel commun qui va être utilisable par l'ensemble des systèmes d'information et des services du bâtiment digital. Voilà. Alors ça, c'était 2 points que je voulais introduire. Ce n'est pas vraiment le sujet ici, mais ça fera, je pense, le sujet de futurs webinaires, on l'espère. Voilà. Donc j'arrive à 52, je suis désolé, j'ai dépassé de 10 minutes mon objectif de présentation. Donc ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à poser vos questions via le chat si vous en avez, et moi j'essaie de vous répondre au fur et à mesure en revenant sur les slides qui vont. Alors est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... N'hésitez pas. Alors, je vois que j'ai deux personnes qui sont en train d'écrire. J'attends juste de voir vos questions et puis j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ce que je peux vous proposer aussi, je vais voir si ça fonctionne, passer en mode discussion. Normalement, vous devriez tous pouvoir mettre votre micro en route, en haut à gauche sous l'écran, et donc poser vos questions par la voix si vous le souhaitez aussi. Alors, le frein est toujours les euros qui financeraient le coût de la plateforme Le Futur Occupant. Alors, je dirais qu'il y a 2 points là-dessus pour répondre à votre question. La première, c'est que ce qu'on voit sur le BIM aujourd'hui, puisque cette démarche est très proche d'une démarche BIM, on voit qu'aujourd'hui, la démarche BIM, elle a été financée principalement par la maîtrise d'œuvre. Donc, par la maîtrise d'œuvre, parce qu'on estimait que ça, potentiellement, pouvait minimiser les coûts aussi de la phase de conception-construction. Donc, si on rentre dans le même cadre, je pense qu'il y a une partie des coûts qui peuvent être minimisés quand on parle de... finalement, si on adopte cette démarche-là, quand on discute, nous, avec des bureaux d'études, par exemple, on se rend compte que la démarche d'OPR, quand on arrive enfin en OPR, en levée de réserve, en garantie de parfait achèvement, bon, on a des retards. Le DOE, c'est un document contractuel, et tant qu'on ne l'a pas fourni, on n'est pas complètement payé. Et tous ces retards-là, ça a un coût énorme. Donc, dans l'analyse des coûts, quand on modifie la manière de proposer de construire son DOE, si ça permet d'arriver, entre guillemets, à modifier un petit peu ces process et arriver à livrer des choses peut-être plus complètes, plus de meilleure qualité et en temps et en heure, c'est énormément de coûts, c'est énormément de diminution des coûts, y compris en phase de maîtrise d'œuvre. Alors bien sûr, après, on le voit, ce SIOE, il aura un vrai avantage en phase d'exploitation. En exploitation, ça a vraiment du sens d'avoir accès à toutes ces données. Et donc, est-ce que demain, la maîtrise d'ouvrage sera prête à payer plus pour ça, sachant qu'on est bien d'accord que normalement, c'est censé aussi diminuer les coûts d'intégration de futurs systèmes d'information dans le bâtiment. C'est un objectif. Je pense que ça, c'est en construction. En tout cas, pour faire en sorte que ça augmente ses coûts, il va falloir faire une vraie analyse de la valeur et proposer et montrer qu'on propose cette valeur-là. La deuxième réponse que je pourrais apporter, c'est qu'il y a des labels maintenant qui commencent à exister. On commence à voir le label R2S, par exemple. Alors, il est un petit peu différent. C'est un label bâtiment ready to service. Mais toute cette documentation et toute la génération des données, ça rentre quand même dans l'histoire de ces labels et potentiellement un bâtiment qui sera fourni avec ce SIOE, je pense qu'il aura plus de valeur demain. Maintenant, on est plus sur des études aujourd'hui, comme on est au début, on est plus sur des études des études de valeur qui vont être un peu théoriques, mais déjà, nous, on pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée, y compris en phase de maîtrise.
Alors, n'ayant pas pu, est-il possible de mettre en ligne la vidéo ultérieurement? Oui, alors pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien sûr, et je suis vraiment confus, on va voir aussi si on peut changer de système pour les prochaines, parce qu'il y a des ports qui ne sont pas ouverts à tout le monde et que vous avez des firewalls un peu restrictifs. Et donc, on va mettre une vidéo en ligne incessamment sous peu. Alors, quelle est la maturité du marché? Et je pense qu'au fait, on est très très proche, vous l'avez vu, du BIM. On est même c'est juste une évolution d'une démarche BIM, ce qu'on est en train de proposer. Et donc, si je prends des mots d'Artelia, par exemple, qui me disaient qu'il y a 2 à 3 ans, 15% de leurs projets étaient en BIM, c'est eux qui poussaient. Et il y a 2 ans, 30% des projets étaient en BIM, c'est eux qui poussaient. Et à partir de l'année dernière, 80% des projets étaient en BIM, et c'est les clients qui demandent. Je pense que 2017, et ça s'est vu même à pas mal de salons, dans la littérature et avec l'expérience, en 2017, il y a eu un vrai boom, une vraie explosion du BIM. Alors pas forcément sur tous les bâtiments, on n'est pas en train de parler des plus petits bâtiments, quoique, mais dès qu'on a un bâtiment un petit peu technique, dès qu'on a un bâtiment un peu imposant ou un gros bâtiment tertiaire, on a une vraie explosion du BIM. Autrement dit, la maturité du marché, là, la maturité du marché du DOE, du SIOE, c'est vraiment la maturité du marché du BIM, et on voit qu'on est en pleine explosion et que la prochaine étape du BIM, les 2 prochaines étapes, c'est la construction, améliorer ça en construction et en exploitation. Un maître d'ouvrage qui a accepté de payer un petit peu plus cher ou accepté de payer un BIM manager, maintenant il se demande comment cette maquette BIM va lui être rendue, ou comment les données qui ont été construites dans cette base de données BIM, comment lui va pouvoir les utiliser derrière. Et donc là, on voit bien que nous, on commence vraiment à avoir des demandes un petit peu partout. Il y a des bailleurs sociaux, il y a des exploitants de bâtiments tertiaires, il y a des foncières, mais il y a aussi des équipementiers du bâtiment qui veulent proposer demain des systèmes de supervision GTB sur base BIM, etc. etc. Et en fait, le BIM, c'est vraiment c'est le vecteur de digitalisation du monde du bâtiment. Et je pense que la maturité du marché, s'il n'est pas encore complètement mature, en tout cas, il y a une évolution qui est assez exponentielle. Et pour être mature ou pour se préparer à ça, il faut commencer à utiliser ces solutions-là. Et la deuxième chose, c'est qu'avec tout ce qu'on vous a proposé, on est en train de simplifier cet accès. Pour parler ou pour utiliser un SIOE, on n'est pas obligé d'acheter Revit ou d'avoir Revit. On peut juste payer un abonnement. C'est un petit abonnement qui coûte beaucoup moins cher, on parle de coût en euros. Du coup, en euros, on peut avoir des solutions à 0,1, à partir de 0,1, 0,2, 0,3 euros du mètre carré pour avoir des premières solutions. Alors nous, par exemple, là, on propose des premières solutions complètes, logicielles à 0,5 euros du mètre carré. Et avec toutes ces solutions-là, on est capable d'avoir un système d'information qui va suivre le bâtiment sur tout son cycle de vie. Et derrière, il y a tout ce qui est flex office, tout ce qui est digitalisation du bâtiment, qui apporte énormément de valeur. Donc, c'est en pleine explosion. Je pense que la structure des coûts, il y a encore énormément de choses à construire, mais on ne se trompe pas si on commence maintenant. Nous, on est persuadés parce que ça c'est déjà parti, c'est parti sur nous de toute façon. Alors, notre proposition est à l'open. Alors, oui, complètement. Alors, ça veut dire quoi open? Ça ne veut pas dire que le cœur de nos plateformes est open source. On a un cœur de plateforme qui ne l'est pas, mais c'est-à-dire qu'on a des API complètement ouvertes. Et tout ce que je vais vous ai montré là, on est sur des solutions dans lesquelles on a des API complètement ouvertes et vous pouvez, vos clients, vos prestataires, nous on a des partenaires qui sont des SS2I, tout le monde peut développer ses propres solutions dessus. Et donc nous on a des partenaires, on travaille aujourd'hui avec Fujitsu SS2I, avec Devoteam Next Digital, aussi une SS2I. Ça c'est 2 exemples, mais on travaille aussi avec des SS2I internes chez Vinci par exemple. Et ce sont des entreprises ou des sociétés qui peuvent concrètement développer des applicatifs, venir réutiliser les données et développer les applications qu'ils souhaitent au-dessus. Donc nous, on est dans une démarche complètement compatible avec le R2S, par exemple, le bâtiment ready to service proposé par la Smart Building Alliance. Et dans cette démarche-là, alors c'est un effort, mais nous, on a fait l'effort depuis le début de proposer des API et même des software development kits au-dessus de notre plateforme. Et on a même des parties de nos logiciels qui sont complètement open source. Alors, open source, on ne sera pas obligé d'être client d'Autodesk. Alors, là, j'ai envie de vous dire oui et non. Non, si vous souhaitez utiliser l'outil de visualisation qui est celui qu'on vous a montré, c'est plutôt la plateforme Forge. Là, dans ce cadre-là,
Dans ce cadre-là, on utilise Forge et on est couplé avec la plateforme Forge. Par contre, nous, notre cœur de métier, qui est toute la plateforme de gestion de données centrale, on peut la coupler avec Forge, on pourrait la coupler avec la visualisation de stéréographe, on pourrait la coupler avec BeamView. Pour l'instant, nous, je trouve que nos clients nous ont demandé Forge, donc on a fait avec Forge. Voilà. Après, rien n'empêche de le faire avec une solution purement IFC, complètement ouverte, dans laquelle vous maîtrisez absolument tout. C'est pas encore complètement intégré. Soit on peut le faire, soit vous pouvez demander aussi à une SS2I de le faire. Ce que je vous disais, c'est un petit peu le début, tout n'est pas fait, mais oui, en gros, dans le principe, elle est open, dans ce qui a été implémenté aujourd'hui, pour l'instant, on est lié avec Forge. Pouvez-vous récupérer des données directement de plateformes d'objets BIM comme Onfly.io ou Unify? Alors, votre question, c'est est-ce qu'on peut venir faire comme dans Revit, venir glisser des objets directement dans la plateforme? Est-ce que j'ai bien compris? Alors, pour les objets, on n'est pas encore un modeler, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est plutôt un outil, un viewer, dans lequel tout ce qui est BIM niveau 3 pour l'instant, c'est toutes les données qui sont derrière. Alors vous allez me dire, les données 3D sont aussi des données, on peut y accéder, on pourra même les modifier à la main, mais on n'a pas encore des capacités à venir modéliser, créer des nouveaux objets 3D. Là, c'est quand même des compétences qui sont assez particulières, avec des outils qui doivent être assez riches, ergonomiques. Donc pour l'instant, dans cette première phase, on est un viewer et on permet d'accéder à l'ensemble des données et de modifier les données, donc les attributs, les liens avec les documents. Mais on ne permet pas encore de venir glisser, déposer des nouveaux objets dans la maquette BIM. Ça, c'est une évolution qu'on souhaite faire. Pour rien vous cacher, je pense que c'est même une évolution qui, de toute façon, sera proposée avant qu'on le fasse par Autodesk lorsqu'on est sur la plateforme Forge. Voilà, à mon avis, ils le feront avant qu'on le fasse. Maintenant, des informations contenues dans les objets via les API. Alors, si on a des API, je vous dis, on est complètement ouvert. Est-ce qu'on a fait ce développement? Non. Par contre, dès qu'on a des API, on peut se coupler avec des GTD, en maîtrisant BACnet, OPC, on peut se coupler avec, et donc récupérer ces bases de données, on peut se coupler avec des GMAO. Et donc, si ces plateformes ont des API, rien n'empêche de faire ce développement. Je pense qu'en 2 semaines de travail, on a un premier outil qui nous permet de faire ce que vous voulez faire. Merci. Alors, comment se passe la liaison avec les logiciels métiers? Sont-ils prêts à communiquer avec la plateforme? Alors là, c'est assez simple. Quand je vous disais qu'on était... enfin, c'est assez simple. Le critère est simple. On peut communiquer avec des logiciels qui ont des API ouvertes et documentées. Je vous ai parlé à 2 reprises du référentiel R2S. Ce référentiel R2S, donc bâtiment Ready Service de la SBA, il dit des choses assez simples qui sont ce qu'on trouve dans tout le monde IT aujourd'hui. Et donc, si le bâtiment veut devenir digital, ça veut dire que l'ensemble des équipements et des systèmes d'information du bâtiment doivent se mettre dans un cadre, dans le cadre d'un système d'information digital standard, à savoir un système d'information avec des API qui est capable de faire communiquer ces données. Donc, à la question, la réponse à la question, c'est simple. Est-ce que les systèmes d'information, les logiciels de métier dont vous parlez, ont des API ouvertes et documentées? Si oui, on est dans un cadre où n'importe quel SS2I peut faire ce métier-là et peut commencer à vous connecter, à enrichir votre système d'information. Sinon, je prends par exemple des solutions comme, enfin je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas complètement sûr, mais des solutions de gestion patrimoniale dans lesquelles le seul moyen c'est d'exporter quelques fichiers CSV à droite à gauche. Là, ça devient très complexe. Et après, c'est un choix, on va dire, stratégique de la part des maîtres d'ouvrage et des exploitants de bâtiments foncières. C'est un choix qui va être, est-ce que je veux utiliser un logiciel qui est fermé, mais qui a des fonctionnalités que je sais maîtriser? Si c'est ça, par contre, il ne fera pas plus parce que ça me coûte un bras de demander à l'éditeur plus. Ou est-ce que je me mets dans une proposition stratégique complètement différente, dans un système d'information ouvert, dans lequel je ne m'installe que des solutions qui ont des API ouvertes et documentées, et je prends comme prestataire, non pas un éditeur logiciel, mais un intégrateur SS2I qui va pouvoir enrichir mon système d'information au fur et à mesure de son cycle de vie et le maintenir en conditions opérationnelles. On va dire qu'on a 2 visions un petit peu différentes des choses, mais pour répondre à votre question,
il y a quand même beaucoup d'outils qui se mettent à proposer des API ouvertes. Je prends par exemple une GTB Schneider. L'année dernière, ils ont commencé à mettre en place une API qui s'appelle un Smart Connector dessus. Mais alors, ils l'ont mis, mais vous aviez déjà hier, et même bien avant, vous pouviez mettre des serveurs OPC dessus qui sont des API ouvertes et documentées. Autrement dit, la réponse à votre question, pour être plus précis, oui, il y a plein de systèmes d'information qui ont des API ouvertes et documentées, on peut s'y connecter. Quand ce n'est pas le cas, c'est très compliqué. Soit vous faites appel à l'éditeur ou à celui qui propose ce logiciel, et il n'y a que lui qui peut faire le travail. Et s'il ne peut pas le faire, il n'a pas la même passante, ce n'est pas dans sa stratégie, alors là, non, on ne peut pas se connecter avec ces logiciels. Alors, j'espère que je n'ai pas loupé de questions. Là, on arrive à 11h07, j'ai un petit peu dépassé. Ce que je vous propose, c'est de finir ici, sauf si vraiment j'ai loupé une question importante, ce que je n'espère pas. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de régler au fur et à mesure aussi. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu voir la démonstration, on va faire une vidéo et on la postera peut-être soit sur notre site web, soit... enfin voilà, n'hésitez pas à nous écrire. On a tout enregistré, donc on pourra vous poster la vidéo. Et puis pour tous les autres, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est si vous êtes intéressé, on peut vous mettre en place des plateformes de test pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Sébastien Coulon. Donc vous devez avoir le mail s.coulon@spinalcom.com. Je vais vous l'écrire ici. Et si vous voulez, cet après-midi aussi, on fait un autre webinaire dans lequel on parle d'un autre thème qui est plutôt le terme de la supervision GTB et du Building Operating System. Donc pour aller une étape après, c'est l'un des autres webinaires qu'on propose qui est vraiment la suite à celui-ci. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.